Comme chaque automne, l'opération Octobre Rose revient avec son lot d'événements, entre campagnes, posters et affiches. Les campagnes de sensibilisation contre le cancer du sein se veulent rassurantes et désirent attirer l'attention de tous sur les dangers liés à cette affection. Comme vous le savez, le cancer du sein atteint près de 2 femmes sur 5. Et d'ailleurs, on dénombre en 2020 2,3 millions de cas de cancer de sein chez les femmes, dont 685 000 décès. Ces chiffres alarmants nous interpellent. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Refaisons le monde, le podcast des personnes qui abordent de façon totalement transparente les questions relatives à l'amour, l'argent, la santé, la religion, la gestion des émotions, le développement personnel et tous les autres sujets qui sont relatifs au monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, je vous amène découvrir une force de la nature, une personne incroyable, exceptionnelle, remplie de résilience et d'abnégation. Je vous demande de prendre un verre d'eau, de café, de chocolat, de vous asseoir et c'est parti. Bonjour Andy. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Ça va aussi, merci. Au début de ce podcast, je veux encore te remercier pour la confiance que tu places en nous. Oui. En pensant ce podcast, on le pense comme un endroit safe où on essaye de refaire le monde, c'est-à-dire de changer les mentalités sur certaines choses, de déconstruire les choses qui ne sont pas vraies et que nous pensons, d'apporter d'une certaine façon notre pierre pour que notre pays, d'autres pays puissent grandir, en tout cas de façon que tous les êtres humains puissent grandir en apprenant de nos erreurs et des erreurs des autres. D'accord? Tu as Oui. accepté de venir sur cette émission et je t'en remercie encore pour nous parler d'un sujet difficile. Donc, nous allons sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. Je vais d'abord te demander de te présenter, nous dire ton âge, si tu veux, ta situation, si tu es en couple, célibataire, à toi. Euh, Bonjour à tous, je suis Andila Tosseni, j'ai 32 ans et puis je suis dans une entreprise de e-marketing où je travaille à Cotonou. D'accord. Super. Donc, tu as 32 ans. Si tu as accepté venir sur cette émission aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques années, tu as eu à souffrir d'un cancer du sein et tu as pu t'en Mais- sortir. C'est formidable. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie et aujourd'hui, tu vas nous apporter un témoignage puissant. On va essayer, on va essayer de rester focus et de ne pas entrer dans l'émotion Ah, mais tu parce que peux, c'est toujours difficile d'aborder ce. oui, mais tu peux entrer dans les émotions, ça ne nous gêne pas. D'accord? Ne t'en fais pas. On va Allez, essayer. d'accord. Dis-moi, tu avais quel âge au moment du diagnostic? Je venais d'avoir 29 ans 29 ans. Wow. quand ça a commencé, mais bon, ça avait commencé déjà un peu avant, mais j'ai un griffe, un peu négligé les symptômes. Donc, du coup, c'est vraiment à 29 ans que ça a été détecté. Détecté. Et c'était quoi les symptômes qu'il y avait? En fait, il y a quelques années avant, j'étais allée travailler au Gabon. Donc, je me douchais un jour et j'ai remarqué au niveau de mon sein gauche qu'il y avait une masse. Donc, je me suis dit, mais c'est pas normal vu qu'avant, il n'y avait pas ça. Bon, après, je me suis dit, bon, j'ai négligé en fait. À un moment donné, j'ai remarqué que ça prenait un peu les bords étaient un peu, c'était pas lisse, il y avait des bouts pointus et tout ça. Donc, je me suis dit, c'est pas normal. Donc, j'ai demandé une permission au boulot. Je suis allé dans une clinique pour faire un examen. Quand le médecin m'a examiné, genre, au niveau de la consultation, il a remarqué que c'était pas normal du tout. Donc, il m'avait demandé de faire des examens, échographie mammaire, et puis, je pense, oui, c'était ça. C'était déjà ça, oui. Mais le Gabon, tout le monde le sait, c'est un pays assez cher. Donc, du coup, ça me revenait autour d'une centaine de mille. Alors qu'en fait, dans le temps, je gagnais pas vraiment.
Donc, j'ai appelé ma sœur ici, qui est médecin aussi. Donc, elle a essayé de me rassurer et tout ça. Et elle m'a promis qu'on le ferait les mois qui vont suivre pour être sûr de ce qui se passait. Bon. Mais après, en fait, j'étais, j'étais un peu inquiète. Donc, du jour au lendemain, j'ai claqué tout au Gabon. Je suis rentrée. Quand je suis rentrée en même temps, on a fait les examens ici. Et ici, le médecin m'a dit, il y a pas de raison de s'inquiéter, que si ça évolue, je dois revenir 6 mois après pour faire encore un examen pour être sûr qu'il y a rien qu'il y a pas d'évolution. On se connaît tous. Quand généralement on nous dit qu'il y a rien, quand on doit repartir à l'hôpital, on néglige, on se dit, bon, je vais encore dépenser 20 000, 25 000 pour un examen alors qu'en réalité, je sais rien. Et vu que j'étais jeune, j'avais dans le temps, je pense, 28 ans, donc je me suis dit, bon, je ne risque rien. C'est pas vraiment ça qui va. Donc, j'ai négligé, je suis pas reparti à l'hôpital pour l'examen. C'est 6 mois après le rendez-vous que j'avais, c'est-à-dire un an après être revenu du Gabon, que j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de la masse en question. Et je suis reparti à l'hôpital. Et là, quand il m'a examiné au niveau de la clinique, il m'a fait l'échographie mammaire. Il m'a dit tout de suite, en fait, quand un médecin fait l'examen et il n'a pas une bonne tête, on peut voir un peu qu'il y a rien c'est pas très positif le résultat. Donc, du coup, j'ai vu sa tête, je lui ai demandé en même temps ce qui se passait. Il m'a dit d'attendre. Ils ont fait la rédaction du rapport de l'examen. Et quand il sort, il me dit, il faut tout ce que vous allez voir votre gynécologue. Il faut tout de suite retirer cette masse de votre sein. Moi, j'ai eu peur parce que quand un médecin te dit ça, c'est que ils ont envie de te rassurer, mais en réalité, c'est pas très rassurant quand un médecin te dit, il faut tout de suite aller voir un autre médecin. Donc, j'ai fait l'examen vendredi. Le lundi qui a suivi, j'ai vu ma gynécologue, qui a elle aussi lu le rapport. Et en fait, j'étais passé du stade 1 où il n'y avait rien au stade 3, je pense, oui. Elle m'a dit que c'était pas normal et qu'il fallait tout de suite qu'il fallait faire une chirurgie pour retirer la masse. En fait, retirer la masse parce que on ne pourrait pas faire une ponction, parce que la ponction sert juste à, je crois, prendre une partie de la masse et analyser d'abord avant de faire une intervention en même temps. Mais on ne peut pas faire en même temps l'intervention parce que, pardon, la ponction parce que dans le temps, on était en plein Covid. Et vu la restriction de tout ce qui est médical et tout ça, ça allait prendre du temps avant qu'on ait le résultat de la ponction. Donc, du coup, elle a dit, c'est mieux en fait de immédiatement prendre les mesures, il faut retirer la masse, un peu plus de la masse, analyser. Et maintenant, s'il y a quelque chose à faire après, on saura exactement si il faut faire un suivi, un traitement après tout ça. J'espère que Non, je ne pas prends de pas trop de souci. temps. Non, sans toi libre. C'est vraiment toi qui dictes le tempo, donc t'inquiète pas. Donc, après cette chirurgie, je suis pas allée voir le médecin lundi. J'ai été opéré le jeudi qui a suivi. Le jeudi qui a suivi, ils m'ont retiré la masse et puis un peu plus de la masse, c'est-à-dire un peu plus du contour, là où il y avait la masse en même temps et le contour de la masse. Et j'avais aussi, je pense, les ganglions lymphatiques qui n'étaient pas encore, on ne savait pas que c'était Étendu autour infecté de lui. exactement. Donc, du coup, j'ai juste fait, ils ont, je retiré la masse et une partie des ganglions, je pense. Ils ont analysé, ils se sont rendus compte que c'était cancéreux. Et ça avait pris même à partir des cellules saines qu'on pensait qu'ils ont retiré, un peu plus de la masse qu'ils ont retiré, ça va aussi pris cette partie de la masse. Donc, il fallait prendre une décision. Je savais pas. Toute ma famille savait, sauf moi. C'est-à-dire 2 semaines après, ils ont eu le résultat. Tout le monde savait, papa, maman, mes soeurs, tout le monde. Moi, j'étais là tout le temps à la maison, tranquille. Je me disais, bon, c'est fini, quoi. Je passe à autre chose, tout ça. Et comme par hasard, tout le monde était gentil avec moi dans le temps. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est gentil avec moi? Alors qu'en fait, ils savaient. Donc, du coup, sûrement qu'ils voulaient me préparer à la nouvelle, tout ça. Donc, je pense, quelques jours après, eux, ils le savaient, mais j'ai vraiment su que c'était un cancer. Je pense 4-5 jours après qu'on ait donné les résultats. Et qui t'a annoncé? Donc, comme ma grande sœur, elle est médecin, donc du coup, elle savait forcément comment m'annoncer la nouvelle, tout ça. Donc, j'avais ma sœur là, j'avais mes deux sœurs autour de moi qui voulaient me parler. Donc, moi, quand j'ai vu que j'étais là et elle me tenait la main, je me suis dit, bon, ça, c'est pas bon du tout, du tout. Mais bon, je me disais quand même que ce serait peut-être une bonne nouvelle. Donc, elles m'ont dit, voilà. Malheureusement, c'est un cancer, tu as un cancer du sein. Quand on entend cancer en même temps tout de suite, on se dit, la vie est finie, on se dit,
On se dit, on griffe, hein, que bon, voilà, je meurs déjà. J'avais envie de tout lâcher, quoi. Je me suis dit, bon, ça sert à rien de me battre. C'est un cancer. Sérieusement, moi, je n'entendais cancer que dans les films. Sérieux. Dans les films Grey's Anatomy, Doctor House et consorts, j'entendais que ça, là. Et je voyais les gens raser. Donc, je me suis dit, bon, le cancer, c'est pas ici, quoi. Ça n'existe pas. J'entendais parler, certes, mais c'était pas vraiment une réalité pour moi avant que ça ne me touche, moi. Donc, j'étais vraiment morte de peur. J'ai pleuré. À un moment donné, on pleure tellement, à un moment donné, on n'a plus de larmes. On se pose des questions, mille et une questions, j'étais perdue. Mais heureusement pour moi, j'avais ma soeur qui est médecin, qui a su me rassurer, et j'avais ma famille autour de moi. Donc, il y avait un traitement. C'était pas, c'était pas totalement perdu, il y avait un traitement. Donc, après la nouvelle, on m'a annoncé ça un samedi. Je devais voir le médecin le jour même, ma D'accord. gynécologue le jour même. Et là, il fallait encore prendre une décision. En fait, ça s'est passé tellement rapidement que parfois j'étais même perdue. Si c'est que j'avais pas ma famille autour de moi, j'allais totalement péter les plombs. Tout ça. D'accord. On Donc, va prendre un moment pour revenir sur quelques points clés dans ce que tu as dit. Donc, pour ceux qui nous écoutent, je rappelle que tu avais 28 ans. Et tu vois, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez mais c'est aussi, c'est de notre responsabilité, nous, les médecins, mais aussi des pouvoirs publics, l'État. On ne fait pas assez de sensibilisation. On en fait, hein, mais comme tu l'as dit, en fait, beaucoup de gens pensent que c'est dans les films, hein, non, ça ne peut pas m'arriver. Et c'est pas seulement pour le cancer, c'est pour la plupart des maladies. Le diabète, le VIH, les hépatites, et tout ce que tu as comme maladie, en fait, quand on est jeune, on pense à tort on est, qu'on est immunisé, qu'on n'est pas concerné, tu vois. Oh, je pense que c'est le moment d'attirer notre attention et de dire à tous les jeunes qui nous écoutent, à toutes les personnes âgées, qu'il n'y a pas d'âge pour tomber malade. Il n'y a vraiment pas d'âge, en fait. Et malheureusement, en fait, le cancer, dans l'illusion collective, c'était pour les personnes âgées. Mais avec de nombreux changements dans notre mode de vie et tout, aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont atteintes du cancer du sein. Et j'ai un collègue que le docteur Agonven Ofredi qui a même fait une thèse dessus sur le cancer de la femme jeune. Et il retrouvait en fait une prévalence de 28% de cancer chez les personnes jeunes, tu vois. Donc c'est quand même pas négligeable. Et comme tu l'as dit, il faut que nous, en tant que médecins, que les pouvoirs publics et les personnes qui sont décideurs insistent sur ces choses. Ce n'est pas pour rien qu'il y a tout un mois qui est dédié au cancer du sein avec Octobre Rose, insister sur le dépistage, la palpation des seins et tout, pour que dès la moindre chose, il vaut mieux trop consulter et ne rien que très peu. avoir. Que très peu, vraiment. C'est un message que je tenais à passer sur ce que tu as dit jusque-là. Et je reviens aussi sur le rôle, sur l'importance d'avoir des gens autour de nous. Et tu l'as dit aussi tout à l'heure, quand on dit cancer, non, ce n'est pas que c'est la fin. Le cancer, en fait, il faut voir le stade où il est diagnostiqué, et voir ce qui est proposé comme thérapeutique. Et plus tôt il est diagnostiqué, plus tôt on peut mettre un traitement en place. Parce qu'en fait, un cancer, c'est une multiplication de cellules anormales qui, pour une raison ou pour une autre, se multiplient et peuvent aller ailleurs. Et ce sont les autres localisations qu'on va appeler des métastases, tu vois. Quand toi, tu as eu ton cancer du sein, au début, il est localisé. Le jour où il a commencé, tu peux pas t'en rendre compte en même temps, mais il est localisé, il est petit, il est au niveau du sein. Et il commence par s'étendre tout doucement pour atteindre les ganglions au niveau de l'aisselle et d'autres endroits dans le corps, tu vois. Donc, c'est important que les femmes et même les hommes aussi, hein, parce qu'ils sont pas, il y a quand même 1% des hommes qui font un cancer du sein, ce qui est rare, mais il faut qu'on le sache aussi. Je voulais revenir sur comment tu t'es senti au moment de l'annonce qu'on t'a faite. Euh, très, très mal. Parce que j'étais pas très informée sur le sujet. Parce que dans le temps, je négligeais vraiment ça. Je me disais, bon, ça ne peut pas m'arriver. Je suis jeune, tout ça. Donc, j'étais
tout d'abord perdu. Perdu parce que je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait. Et j'étais totalement déprimée. Dès l'annonce, hein, ça n'a pas pris de temps. En même temps, comme on me l'a dit, j'avais... En fait, ça partait dans tous les sens. Je me disais, ma vie est finie, alors que je viens de commencer ma vie active. J'ai pas d'enfant, je vais partir comme ça. Sincèrement, pour moi, dans le temps, c'était que ma vie était finie. Donc, j'étais totalement perdue, dévastée. J'ai pleuré longtemps. Mais comme j'ai dit, j'ai pu avoir des gens autour de moi qui m'ont rassuré. Donc, c'est ça qui m'a vraiment aidé. D'accord. Est-ce qu'il y avait des parents à toi, oncles, sœurs, tantes, grand-mères, qui ont eu des cancers dans la famille? Des cancers du sein ou même d'autres cancers? Non, à ma connaissance, non. Et j'ai demandé à mon père, à notre connaissance, non. Il y en a pas eu. Donc, du coup, c'était pas vraiment héréditaire. D'accord. OK. Parce que seulement 10% des cancers du sein sont héréditaires. Il y a aussi d'autres choses qu'on ne maîtrise pas bien. Il y a comme autre facteur de risque, la ménage qui survient de façon tôt ou prématurée, c'est-à-dire les premières règles qui surviennent tôt, une ménopause tardive. Il y a le stress, même si on ne sait pas quel rôle il joue. Il y a certains traitements substitutifs hormonaux, la pilule, c'est pas que c'est ça qui déclenche, mais ça peut accélérer. Et donc, il y a plusieurs facteurs. Et il y a aussi notre occidentalisation du mode de vie, le fait que le mode de vie occidental s'implante chez nous et que nous perdons, à force, nous ne marchons plus, notre alimentation aussi est riche en produits dérivés, nous sommes plus exposés aux effets électromagnétiques et tout. Donc, tout ça contribue à augmenter les cancers, la prévalence des cancers du sein. D'accord. Qu'est-ce qui a été la suite une fois que le diagnostic a été posé? Oui, là, il fallait, comme j'ai dit plus tôt, il fallait voir la gynécologue, revoir la gynécologue Oui. pour qu'elle m'explique vraiment. C'est vrai, ma soeur m'avait expliqué, mais bon, elle se disait que c'était mieux qu'une gynécologue m'explique mieux parce qu'elle est ouais, non. Oui. Il fallait qu'une gynécologue m'explique. Donc, on est allés ensemble avec mes soeurs et mes soeurs et moi à voir la gynécologue qui était là avec le chirurgien aussi. Oui. Donc, ils m'ont expliqué que quand ils ont retiré la masse, c'était cancéreux et en plus, la partie supplémentaire qu'ils ont enlevée aussi était aussi atteinte. Et que j'avais aussi les ganglions qui étaient aussi atteints, qu'ils avaient enlevés, qui étaient aussi atteints. Donc, j'avais deux options, on peut dire deux choix à faire. C'était soit garder le sein, faire la chimio, la radiothérapie, en espérant que le reste puisse être éradiqué par le traitement, ou aller être catégorique, c'est-à-dire retirer totalement le sein. Et puis, bon, se dire, bon, la partie où vraiment c'est détecté, vu il y avait aussi un peu plus de la masse qui était atteinte déjà, et que ça va déjà atteindre les ganglions, donc il fallait aller franco, quoi. C'est-à-dire retirer totalement le sein gauche. Quand on m'a dit ça en même temps, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, qu'est-ce que ça, une femme avec un seul sein, qu'est-ce que ça fait? Comment on se sent? Comment c'est vu et tout ça? Comment je veux me sentir, moi? Et en même temps, j'ai décidé en même temps, non, on n'est pas aussi, on garde mon sein. Mais j'ai eu la bonne idée de demander à ma soeur de sortir avec moi, ma soeur qui était tuteur et moi. Non, d'abord, c'était bon, on n'en avait pas le sein. Mais quand on est sorti avec mes soeurs, j'ai eu la bonne idée de leur demander leur avis. Parce que c'était quand même mes soeurs, elles n'allaient pas vouloir un truc de mal. Donc, je leur ai demandé leur avis, elles m'ont dit. Ma grande soeur m'a dit, Andy, retire le sein totalement. Là, tu sais que tu as fini avec cette partie de ton corps, parce que cette partie n'a pas voulu de toi. Donc, c'est pour ça que elle est malade. Donc, retire totalement le sein. Et après, tu peux faire toute ta chirurgie que tu veux pour reconstruire ton sein. C'est vrai, tu n'auras plus de mamelon, mais tu peux faire tout ce que tu veux après. C'est juste un truc physique. Mais ta santé est primordiale. Ma petite soeur aussi a dit la même chose. Donc, j'ai laissé ma soeur et puis ma petite soeur dehors, mes soeurs dehors. Je suis allée revoir la gynécologue qui était seule dans son bureau. Je lui ai dit, en tant que mère,
vous me proposerez? Elle m'a dit sincèrement, ma fille, je sais que tu es jeune, mais pour avoir plus de chance de réussir ton traitement, demande à faire retirer le sein. Je te le conseille en tant que mère, pas en tant que médecin, en tant que mère. Après, elle m'a dit aussi en tant que médecin, c'est beaucoup mieux. Donc, je porte la veste du médecin et de la mère. Donc, retire le sein. Je me suis dit, si deux médecins me disent de faire ça et moi, personnellement, j'ai pas envie de faire vu que je suis une patiente et que je pense à mon physique. Bon, j'ai dit, OK, c'est pas grave, on retire le sein, totalement. Donc, le chirurgien était très, très sceptique. Il dit, non, vous êtes jeune, ne faites pas ça, vous allez. J'ai dit, OK, je retire le sein, c'est ma décision, c'est bon. Donc là, ma soeur me dit, bravo, félicitations, c'est une bonne décision que j'ai prise. Mais jusque-là, je ne réalisais pas, en fait, ce qui allait se passer après. Donc, voilà un peu la que j'ai eu à prendre à la suite. À la suite. Je voulais expliquer 2 ou 3 trucs et rapidement pour ceux qui ne comprendront pas. En fait, quand on détecte la masse au niveau du sein, quand au moment de l'enlever, on essaye d'aller un peu plus que la masse, d'aller au niveau des tissus qu'on estime sains pour enlever, pour faire ce qu'on appelle une exérèse. On enlève jusque dans les régions saines, en fait, pour être sûr qu'on a enlevé tout ce qui n'est pas bien. Et c'est sûrement ce que tu expliques. Au niveau des tissus qu'on estimait sains, on a retrouvé encore des cellules cancéreuses ou tumorales. Et donc, on s'est dit que, sûrement qu'il est plus gros que la masse est plus grande que ce qu'on estimait. Et même si je n'ai pas une grande connaissance de ton dossier médical et tout, je peux dire que même si c'est un traitement radical, la mastectomie, en fait, vu les récidives, vu ton âge jeune, vu le niveau socio-économique qui se développe et notre exposition, c'est quand même une décision qui n'est pas facile, mais qui peut être salutaire. Et un cancer triple négatif. Ah voilà, donc c'était un cancer triple négatif. OK. Mais comment on se sent la première fois quand on se réveille de cette chirurgie? Après ça, je pense que j'ai décidé ça un samedi, j'ai opéré le mercredi qui a suivi. Quand je ressors de la salle d'opération, c'est vrai, je suis pompette parce que c'était sous anesthésie générale. Oui. Je ne réalise pas parce que bon, je n'arrive, je sais pas trop, mais je suis dans les vapes en griffe. Donc, ma femme, ils essaient de me faire rire, tout ça. Donc, moi, je pense pas trop à ça. Je réalisais pas, sincèrement, je sentais encore qu'il y avait le sein, comme on dit dans les films, quand on ampute un membre. Oui. Voilà. Je sentais, je ne sais pas savoir s'il est là ou pas, mais je sentais qu'il était là. Donc, et j'avais toujours un habit. J'avais d'abord, en sortant de la salle, on m'avait mis, je pense, j'avais gardé il y avait un drap. Après, j'ai porté un habit, mais j'avais pas vraiment regardé parce je pense qu'il y avait des tuyaux pour faire retirer un liquide, là. Je sais pas un trop drain. Sûrement un drain. Voilà, il y avait 2 drains. Un ici, je pense, un derrière aussi pour faire évacuer le liquide. Donc, moi, je ne regardais pas là parce que moi, sincèrement, ça me faisait pas vraiment plaisir de voir ça. Je crois que j'ai eu l'opération le mercredi. C'est le samedi que j'ai eu mon pansement. Le médecin m'appelle, je vais dans la salle, je me couche. Tout de suite, quand il enlève le bandage, je fais ça. Je regarde, en fait, je penche la tête vers le bas et je regarde. Là, je vois plein de fils partout. Je vois la partie de mon sein tout plat. Là, je commence à pleurer. Imagine le choc. Le choc, vraiment le choc, parce que je me suis dit, je voyais l'autre partie avec un sein et l'autre partie toute plate. Je me dis, c'était un choc, en fait. C'était un choc parce que je me suis dit, je n'ai que 29 ans, mais pourquoi tout ça m'arrive, tout ça, mais les médecins essaient de me calmer, de me rassurer. Il y avait des infirmières aussi qui ont essayé de me rassurer. Ils ont fait le pansement comme il fallait nettoyer, remettre le bandage. Et le médecin m'a dit une phrase qui m'a un peu choquée ou bien un peu surprise. Il m'a dit, Mademoiselle Océanie, je ne voulais pas le faire, vous m'avez forcé à le faire. Donc, du coup, je me suis dit, en fait, il essaie de me faire comprendre là que c'était ma décision. Donc, je devais être forte et puis je devais vraiment l'assumer. Et puis, bon, c'est ce que j'ai fait. Donc, voilà. Bon, sûrement il a manqué de tact. Désolé. Et maman était toujours là, était toujours en vie dans le temps.
Je suis rentrée dans la salle. Après la chirurgie, je suis rentrée dans la salle. Elle était assise sur le lit. Elle était toute calme parce que je sais que c'était aussi un choc pour elle. Donc, je me suis couchée sur, j'ai mis ma tête sur ça, sur ce que c'est, j'ai pleuré pendant. Elle n'a pas essayé de me calmer, de me demander d'arrêter parce qu'elle savait qu'il fallait vraiment que ça sorte. Donc, elle a été là. Et après, on est rentré à la maison, c'était, on me chouchoutait derrière ou par-ci, derrière ou par-là. Bon, c'était quand même bien. Mais bon, en gros, c'était assez difficile pour moi. Très difficile. D'accord. Et il y a un moment où, lorsque tout est cicatrisé, tu t'es mise devant un miroir pour regarder toi-même. Euh, Oui, je l'ai fait, mais je- pour être honnête, jusqu'à présent, j'y arrive pas encore. Ça fait, ça fait déjà près de 3 ans, depuis 2020. Mais quand je vois le reflet, juste quelques secondes, je retire encore le visage. J'ai jamais pris du temps pour, parce que peut-être que je l'accepte pas encore, peut-être que c'est encore, 3 ans c'est long, mais pour moi, c'est comme si c'était passé hier, quoi. Donc, Oui. j'arrive toujours pas. J'arrive toujours pas à voir. Donc, imaginez quand ça s'est passé en même temps, si c'est que après 3 ans, c'est toujours là. Donc, quand ça s'est passé en même temps, je sais pas. C'est, c'est comme un deuil, hein. C'est une épreuve dans la vie et il faut prendre le temps pour le surmonter. Ce n'est pas facile, ce n'est pas comme on saute une flaque d'eau ou quand on est tombé, on se relève. Non. Je t'envoie beaucoup de courage. Malheureusement, chez nous, disons que les difficultés sur le plan psychologique ne sont pas vraiment, on ne les prend pas en compte ou on ne leur donne pas la valeur qu'elles ont, tu vois. Mais Donc, euh, ça, par contre, ma soeur avait demandé à un psy de venir me voir pour me parler. Mais sérieusement, j'avais l'impression qu'il ne m'aidait pas. Donc, j'ai juste. Et je me disais, bon, ça, c'est chez les Blancs, ça, la psychologie. Du coup, moi, j'ai pas besoin de ça. On a un prendre pour une folle de tout ça. Donc, du coup, on parlait. Il était vraiment présent, mais moi, honnêtement, j'étais pas vraiment ouverte à la discussion. peut-être que tu n'étais pas Je sais encore pas dans vraiment. la phase de Voilà. répartie, tu vois. Le deuil a plusieurs étapes, comme on dit, et peut-être que tu n'étais pas encore ouverte à la discussion. Mais je profite de ce podcast pour te dire, non, c'est pas un truc de blague, la psy. Honnêtement, honnêtement, on en a tous besoin. Tu sais, dans le monde. Oui. C'est pas que j'ai retenu 1 an après. Mhm. Parce que ça m'a aidé un peu, mais après, je me disais raconter mes problèmes à un inconnu, c'était. Donc, voilà. Je comprends tes réticences, je comprends. Nous, parfois, nous-mêmes, on en a les mêmes. Mais honnêtement, pour côtoyer des psychologues et des patients qui ont diverses pathologies, surtout en Europe ici où tu vois des gens qui ont, en fait, ils ont limite tout ce qu'il faut pour mourir, mais qui sont encore vivants. Et tu discutes avec eux, tu te rends compte que la psychologie te permet vraiment de faire un pas en avant, énormément, énormément. Et je te conseillerais à d'autres certaines occasions, si tu peux, même si c'est pas avec quelqu'un d'étranger, si c'est avec quelqu'un avec qui tu te sens en confiance, d'aborder le sujet, parfois, en fait, tu peux sentir comme genre, tu en fais trop, mais non, laisse-moi te dire qu'il y en a, on n'en fait jamais assez. On n'en fait jamais assez. J'évite au maximum de parler de ça parce que j'ai l'impression que quand j'en parle, un exemple simple. Bon, je ne sais pas que je sors du sujet, mais je vais donner un exemple simple par rapport au fait que je refuse d'en parler. Ma soeur m'avait offert un massage, je pense, de me déshabiller parce que je devais porter, je dois porter, je pense, un peignoir pour aller dans le sauna. Oui, Donc, il fallait que je rentre dans le sauna. Donc, il fallait forcément que je rentre retirer le peignoir. Donc, en fait, oui, tout de suite, quand la façon dont elle s'occupait de moi a totalement changé. oui. Et j'ai senti un peu de la pitié dans son visage. Donc, du coup, moi, c'est pour ça, en fait, quand j'en parle, c'est que c'est vraiment très bref. Parce que quand j'en parle longtemps, les gens se mettent à avoir de la pitié. Donc, moi, j'ai horreur qu'on ait pitié de moi. Donc, du coup, j'évite vraiment de parler de mes difficultés. J'évite de parler de tout ça.
au maximum. Je te dirais de trouver une personne qui est safe et qui peut le faire avec toi. En fait, tu vois, il y a aussi que dans le monde où on vit, les gens ne sont pas préparés à ces choses-là. Tu vois, c'est comme, même nous les médecins, hein, on nous parle de la mort, on nous fait des cours de psychologie dessus, mais le jour où tu as ton premier décès, le jour où tu dois annoncer à une famille, tu te rends compte qu'en fait, rien ne te prépare vraiment à ces choses-là. Donc, je ne défends pas les gens, hein, c'est juste que tu vois, entre le chemin que toi, ce qui t'est arrivé, tu dois faire ton propre chemin, et les autres qui sont à un moment où eux, ils ne peut-être même ils ne comprennent pas ce que tu as eu et ils ne se sont jamais posé ces questions, tu vois. Ils sont quelque part démunis aussi et ne peuvent pas t'apporter l'aide qu'il faut. Donc, je te dirais peut-être vers quelqu'un de safe ou quelqu'un qui est outillé pour le faire. Ok, D'accord? Mais d'accord. un seul conseil que je puisse te donner, ne te sens pas, on n'en fait jamais assez. D'accord? On n'en fait jamais assez. C'est comme quand tu perds quelqu'un. S'il faut 10 ans pour avancer, ça prendra le temps que ça prendra. D'accord? Il faut pas se cloisonner, se limiter, se dire que non, j'en ai déjà dit assez. Non. Les bonnes personnes n'en auront jamais assez d'écouter. D'accord, C'est le message que je veux te passer. d'accord. Donc, je vois que dans le processus, comme tu l'as dit, c'est un cheminement, hein. Ça va prendre le temps que ça prendra de, de l'auto-acceptation de toi-même, tu vois. Voir que il y a ce sein qui est manquant, il y a ton cerveau. En fait, dans notre cerveau, il y a des projections qui partent du cerveau à chaque partie de notre corps. Et même quand on en vient enlever cette partie-là, le cerveau, il lui faut du temps aussi pour comprendre que cette partie-là n'est plus là. Tu vois, j'imagine que tu ressens même des douleurs à cette partie parfois. Parce qu'il y a les douleurs du membre fantôme ou bien les sensations du membre fantôme qui existent et d'autres choses. Mhm. Au début, oui, mais maintenant, de moins en moins. Au De moins début, en oui, quand moins. je... Oui, De moins en moins, mais maintenant, de moins en moins. d'accord. Tu as eu à faire de la chimio? Oui, oui, j'ai fait de la chimio. En fait, après mes chirurgies, là, je devais commencer les examens. Je pense que je devais commencer 6 semaines post-opératoire, je crois, hein. Parce qu'il fallait prendre le temps de cicatriser tout ça avant de commencer la chimie, parce que ça ralentissait la cicatrisation de l'endroit. Donc, on devait commencer les examens, la- le traitement 6 semaines post-opératoire. Et j'étais à 4 semaines déjà. On a pris rendez-vous avec un médecin ici. Il n'était pas disponible. Je vais au rendez-vous, il me dit, je l'appelle, je suis là, il me dit carrément qu'il a une occupation, mais qu'il a un imprévu. Donc, du coup, c'était de la négligence. Après ça, on a trouvé un médecin en Côte d'Ivoire qui devait me faire le traitement, mais lui, il était là-bas, il devait passer les instructions aux infirmiers ici, dans sa clinique ici. Et ma soeur dit que c'était pas du tout safe, du tout, du tout. Donc, elle a dit, bon, comme c'est comme ça ici, ça va pas, il faut vraiment que tu fasses ton traitement ailleurs. Donc, elle a pris des infos. Et dans le temps, comme c'était en plein Covid, la France, c'était pas possible parce qu'il fallait tout ce qui est visa, tout ce qui est ci, tout ce qui est ça. Et les frontières étaient fermées, je pense, dans le temps, je crois. Je ne m'appelle plus trop. Donc, la Tunisie était la meilleure option pour moi. Donc, en plus, en Tunisie, on pouvait y aller sans forcément prendre un visa. Donc, on a décidé de partir en Tunisie. On a renseigné les sous qu'il fallait, les billets d'avion. Ma petite sœur, elle a tout plaqué, elle m'a suivi. Parce que je pouvais pas forcément aller seule. Ma mère était un peu malade vu elle a de l'arthrose, elle ne pouvait pas m'aider comme il fallait si j'étais faible et tout ça. Donc, c'était ma soeur qui pouvait me suivre, ma petite sœur. Donc, on est parti, arrivé en Tunisie. On a été en isolement 2 semaines à cause de tout ce qui est Covid. On a fait des tests Covid, c'était négatif. Après, maintenant, il fallait m'opérer. Opérer parce que, en fait, j'ai un, comment on appelle, un cathéter implantable sous la peau. Oui. Tu disais qu'il a fallu que tu te fasses opérer. Oui. En fait, c'est la chambre implantable pour la chimio, si j'ai bien compris. Oui, Il devait te poser.
Oui, ils l'ont posé, ils ont dit que c'était relié à mon cœur directement, passer les produits de chimiothérapie plus rapidement pour ne pas passer forcément par les veines. Donc, j'ai eu l'opération. Après ça, je pense que j'ai eu du temps de cicatriser parce qu'il fallait cicatriser avant de commencer les traitements. Donc, du coup, après, on a dû sortir de l'hôpital parce que ça faisait 2 semaines. Donc, on est sorti de l'hôpital, on a trouvé un appartement, tout le tralala qu'il fallait faire. Après, maintenant, il fallait commencer la chimio. J'ai eu j'ai eu 16 chimios. J'ai eu quatre produits qu'il appelait, je pense, EC. Je pense, produit de C. C'est un produit de rouge façon. Là, ça, j'ai eu ça en 2 mois parce que les quatre en fait, chimio faisaient 2 semaines chaque fois. Le temps de récupérer avant de reprendre une autre cure. Oui. Et après la cure, il fallait faire une prise de sang pour faire des analyses et voir si j'avais récupéré le taux d'hémoglobine, je pense, rouge et blanc. Je crois que c'était ça. Oui. Donc, et chaque fois mais c'était pas bon. Il fallait repousser la cure de chimio pour un peu plus tard. Donc, je repartais peut-être 2 jours après pour faire encore une prise de sang et être sûr que ça va. Et quand je fais la prise de sang, j'attends, les résultats sortent en 30 minutes et quand c'est bon, je monte pour la chimio. Donc, j'ai fait ça déjà ça, les 4 cures de EC, j'ai fait ça pendant 2 mois, c'est-à-dire à raison de une cure par toutes les 2 semaines. Mais ça a pris peut-être 2 mois et demi, 3 mois, 2 mois et demi, je pense, parce qu'il fallait repousser parfois quand c'était pas bon. Oui. Et après ça, j'ai eu des cures de Taxol. Je pense que des 12 cures de Taxol. Le Taxol, ça c'était à raison de une cure par semaine. Parce que c'était beaucoup moins dense que les produits de C. Donc c'était le Taxol que j'ai eu pendant environ, c'était 12 cures, hein. Mais il fallait, à un moment donné, j'ai pris une pause. Après 6 cures, j'ai pris une pause parce que j'avais tout le corps qui me picotait. Les extrémités, les doigts, les orteils, les doigts, les pieds, tout ça. Je ne pouvais pas marcher 5 minutes. C'est que j'avais des démangeaisons partout. M'asseoir était compliqué. Je m'assois un peu comme ça. J'avais la peau qui me picote. Je me couche. Je dois rester sur une position. Quand je bougeais, c'est que c'était horrible. Donc, le médecin m'a dit que si ça continuait, il fallait, ça va être peut-être irréversible. Peut-être il a dit. Donc, il fallait que je prenne une pause pour voir si les effets allaient partir ou rester. S'ils étaient restés, on allait totalement arrêter les Taxol. Mais par la grâce de Dieu, on a pris une pause de 1 semaine. Après une semaine, ça allait beaucoup mieux. J'avais les ongles tout noirs, la paume des mains était tout noire, le pied tout noir, bref. Et on a repris. On a fini les 12 cures de Taxol. Pendant la chimio, 2 semaines après les premières cures, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Là, quand je m'amusais même, quand je me couchais un peu au réveil, je voyais des cheveux au niveau de mon oreille. Et je m'amusais. Et du coup, quand je tirais, en fait, ça faisait comme du papier, comme déchiré. Donc, ça se détachait de ma tête. Donc, après, on a oui, comme ça. Ça se détachait vraiment. Donc, il y avait des trous partout sur ma tête. Donc, on a demandé à une coiffeuse de Tunisie de venir totalement me raser la tête. Après, je pense 3 semaines. Donc, en tout, j'ai eu 16 cures à raison de 4 cures de EC, de EC et de 12 cures de Taxol. On a fait ça en 6 mois, environ 5-6 mois, je pensais. Environ 5 mois, les cures de chimio. Et comment tu as vécu l'épreuve de enlever ses cheveux? Parce que je pense que pour une femme, quand même, c'est déjà, on enlève et maintenant les cheveux. Préparée. Tu étais prêt? Parce qu'on m'en a parlé, ça allait arriver forcément, parce que la chimio que j'avais était compliquée. Donc, on m'a dit que ça allait arriver. Mais je n'étais pas préparée. Même mes parents n'étaient pas préparés. Même mon père ni ma mère n'étaient pas préparés. Je pense que c'est quand, en fait, ça s'est passé et j'avais perdu du poids dans le temps. Parce que pendant les premières cures, c'était horrible. Je ne mangeais pas. L'eau avait une odeur. Je restais alitée au lit pendant 1 semaine sans rien avaler. Même quand je prenais de l'eau, c'est que ça ressortait forcément. Forcément, ça ressortait. Tout avait une odeur. Donc, j'avais pas eu du poids. Donc, quand, en fait, on a enlevé les cheveux, j'ai appelé ma mère en vidéo. Elle s'est mise à pleurer. Je pense que c'est là qu'elle a réalisé que j'étais malade. Parce que quand tu as un cancer, tu es bien portant, tu m'arraches, tu ris, tout ça. Donc, pendant les premières que ça allait, parce que bon, j'arrivais quand même à tenir. Et on ne voyait pas vraiment que j'étais malade, à part la perte de poids. Mais c'est quand je me suis coiffée, quand on m'a coiffée, qu'elle s'est rendue compte que vraiment, sa fille était malade. Donc, elle a pleuré. Moi, sur le coup, oui, j'ai pleuré, mais
c'était vraiment bref, quoi, parce que j'étais préparée un peu psychologiquement à ça. Et je me suis dit, ce sont des cheveux, ça va repousser forcément. Donc, ouais, j'ai perdu aussi des sourcils. En fait, j'avais aucune poil partout. Sur la peau, j'avais plus rien du tout. C'était cool parce que pour une femme, une fois, avoir les poils, c'était top. Mais bon, les cheveux, quand même, c'était. C'était un peu, ouais. Mais bon, ça a été difficile, mais j'ai pu l'accepter quand même. Et j'ai commencé à sortir sans perruque. Parce que je me suis dit, bon, c'est ma tête, quoi. Bon, tu vois. Ça me créait aussi un nouveau changement. Donc, du coup, ça a été mieux accepté, je dirais. Et cette étape a été pas très compliquée pour moi. C'est bien. Ça sent que tu es très courageuse. En fait, tu vois, c'est ce qui est difficile dans cette histoire de chimio ou de cancer. En fait, il y a des étapes, des épreuves qui se succèdent, tu vois. Il y a l'annonce du diagnostic. Ensuite, on a dû enlever le sein. Ensuite, il y a la chimio. Il faut faire une opération après. Tu as dû voyager pour aller la faire. Imagine s'il n'y avait pas les moyens financiers, la personne qui va t'accompagner, tout ça. Donc, tu vois, en fait, heureusement aussi que tu viens d'une famille où non seulement vous êtes soudés, vous êtes unis, mais il y a aussi ce volet financier-là qui n'est pas négligeable, tu vois. Et Tout le oui, monde a mis la main à la pâte, mes frères, quelques tantes, des oncles, même des amis. Dès que j'ai dit, bon, il fallait ça, en fait, le traitement coûtait cher. Donc, on payait au fur et à mesure. On avait déposé une caution au début, mais après, on devait finir le traitement et tout ça avec la radiothérapie. Mais comme je dis, l'entourage est très, très important. Des amis, ma famille, mes parents, ma mère, tout le monde a mis la main à la pâte pour essayer de faire en sorte que ça soit réussi. Donc, l'entourage est super, super important. voilà. Et on profite de ce moment pour les remercier, leur donner du courage à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Je ne sais pas si tu as envie de leur dire un mot. Euh, juste, juste que, bon, si, je sais pas trop quoi dire, moi, pour le moment, juste que quand il y a une étape compliquée dans notre vie, il faut vraiment se donner les moyens de pouvoir s'en sortir, surtout ça. Et le plus important, c'est de se dire que des personnes n'ont pas eu la chance qu'on a. Parce que si il y a un traitement, c'est qu'on a une chance de survie. Il y a des gens qui ont des millions, mais qui n'ont pas de traitement pour leur maladie. Donc, s'il y a déjà une solution, c'est que c'est possible de s'en sortir et d'y arriver au bout du compte. Et tu vois, dans ce genre de maladie, l'aspect psychologique est très important parce que on ne va pas accabler les personnes qui n'ont pas de force, mais l'expérience a prouvé que plus tu as de la force mentale, plus tu as de l'accompagnement psychologique, plus tu as des gens autour de toi, tu te donnes les moyens d'y arriver. Il y a cette force-là qui t'anime de traverser les différentes épreuves, d'être résilient et de parvenir au bout du traitement. D'accord? On Euh, pas vraiment, vraiment tourné vers la psychologie. Il était oncologue, certes, mais lui, en fait, quand je partais en cure, il sentait que j'étais un peu triste. Il me dit que ça ne sert à rien de faire la cure de chimio si c'est que je suis triste. Ça sert à rien de rentrer chez moi et de revenir de même plus forte. Ça, si, il revient plus forte et de meilleure humeur, on va la faire. Parce que ça sert à rien d'être totalement déprimé, de faire un truc aussi lourd. Donc, lui aussi, il a été très présent psychologiquement. Il m'a beaucoup aidé aussi. d'accord, c'est bien. C'est super. Ça fait plaisir d'entendre ça. Euh, quels ont été, comment tu as su que c'était fini, que le traitement est fini, comment tu l'as vécu, comment on te l'a annoncé, comment tu l'as vécu, Après la chimio, j'ai aussi fait une radiothérapie. une radio. J'ai pas, Donc, tu as eu des j'ai fait raisons. j'ai eu 25 cures de radiothérapie à raison d'une cure par jour, mais sans les jours fériés. Donc, c'est-à-dire s'il y avait un jour férié dans la semaine, on ne faisait pas. Donc, j'ai eu en tout un traitement de 6 semaines de rayon au niveau du côté gauche et aussi au niveau de l'aisselle parce que j'ai eu un curage ganglionnaire aussi. Les effets étaient ce qu'on sait, brûlure de la peau. J'avais une crème que j'utilisais. J'avais du mal à manger parfois parce que ça venait jusqu'en haut, Au niveau de au niveau l'œsophage. donc j'avais eu, en tout cas, j'ai eu des médicaments pour me soulager quand même. Donc, je pense que le traitement a duré autour de 7 mois et demi, 8 mois par là.
Donc, après les rayons, le médecin devait faire un bilan. Donc, il a fait un bilan et je suis parti voir mon oncologue qui me suivait depuis le départ. Et il a vu, il a dit, OK, c'est bon, j'ai fini mon traitement. Et que heureusement, avec succès, j'ai fini. Donc, je pense qu'on a fait des examens après. Tout était normal. Donc, il m'a dit que c'est bon, que j'étais tiré d'affaire. Mais, par précaution, il fallait forcément faire un suivi trimestriel, après semestriel et après annuel. Bien. Et après ça, il fallait aussi faire des examens pour, genre, je pense qu'il devait détecter, il devait faire une prise de sang pour voir si c'était héréditaire, s'il y avait des facteurs héréditaires dans ma famille, je pense, un truc comme ça. C'est pas trop comment ils ont appelé ça. Des recherches Ils ont de fait marqueurs génétiques. voilà, de marqueurs génétiques. Et il y avait rien de tout ça dans ma famille. Et en plus, c'était bizarre parce que je fumais pas, je buvais pas. Je suis basketteuse, donc sportive. Donc, il y avait vraiment pas de raison que ça tombe sur moi. Mais bon, comme on dit, la faute n'a pas de chance. Mais bon, je suis là aujourd'hui, donc je suis chanceuse. Donc, j'étais très heureuse d'enfin de finir avec tout ça, tout ce qui est piqûres, chimio, radiothérapie. J'avais hâte de rentrer. J'avais hâte de rentrer et en même temps, j'étais un peu réticente parce que quand j'ai commencé mon traitement, j'ai commencé à parler de ça sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais vraiment peur du regard des gens, surtout. C'est Elle a comme ça perdu que un je t'ai sein, connu, oui. voilà, celle-là, tu vois, elle a perdu un sein, tout ça. J'étais vraiment réticente par rapport à ça. Mais en gros, je me suis dit, bon, c'est pas donné à tout le monde d'avoir vécu tout ça. Donc, qu'est-ce que je peux bien dire de ce que les gens vont penser. Donc, il faut m'assumer. Donc, après avoir vu le médecin, il a décidé que je garde le cathéter implantable. Il s'est dit que s'il y a quelque chose, il n'y aura rien, pas la grave tu. Mais s'il y a quelque chose, que c'est déjà là, on sait que c'est là, donc il n'y a plus d'opération à faire par rapport à ça. Donc, on est rentré, ma soeur et moi, 2 semaines après. Donc, on est rentré le 8 mars 2021. Après, on est arrivé en Tunisie en juin 2020. On est rentré le 8 mars 2021. Donc, voilà. J'imagine que chaque 8 mars, c'est une grande fête, c'est une Ah oui, occasion. oui. Chaque fois. Je me rappelle toujours chaque fois. Ouais. Chaque fois. Surtout que c'est la journée internationale du droit des femmes, le 8 mars. Exactement. Ça tombait parfaitement le même jour. C'est très bien, c'est bien. Dis-moi, maintenant que tu es guéri, c'est quoi les séquelles ou les complications résiduelles? Non. Il m'a dit que j'étais en rémission, mais qu'il fallait que je fasse des examens tous les 3 mois. Tous les 3 mois pendant 2 ans, ce que j'ai déjà fait. Tous les 6 mois pendant 3 ans. Et toutes les années pendant 5 ans. Donc, du coup, avant que je ne sois vraiment déclarée totalement guérie, c'est il faut attendre dans les 10 ans. Mais bon, là, je vais bien. Les séquelles que j'ai actuellement, c'est le plus remarquable, c'est ce bras, le bras gauche. Vous allez voir. Je montre parce que bon, c'est pas grave. Oui. Ce bras, Ouais, c'est un lymphodème du bras. bien un peu de... Donc, ce qui fait que ce bras, comme le système lymphatique est un peu altéré du côté gauche, le bras là n'est plus trop, est vraiment un peu plus gros que l'autre. Il m'a expliqué que c'était le liquide lymphatique qui passait dans le bras ou il passait dans le corps. Donc, du coup, je dois avoir un kiné 3 fois par semaine. À raison de 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Ou parfois, quand je dois aller tôt au boulot, parce que j'y vais le matin tôt, c'est mercredi ou vendredi, environ 3 séances par semaine. Il me fait un drainage manuel. Et je dois, quand le bras est trop lourd, j'ai très mal à l'épaule parce que ça tire sur l'épaule. Pour dormir, je dois mettre mon bras en hauteur, c'est-à-dire mettre sur des oreilles pour que la main soit plus en hauteur que le corps, pour que dans la nuit, ça ne sente pas. Oui. Je dois porter mon champ de confort pour dormir. Et en journée aussi, quand je vois que le bras est beaucoup trop gonflé. À part ça, au niveau psychologique, c'est assez chaud parce que, comme j'ai dit, j'arrive toujours pas à me regarder dans le miroir. Et je pense que c'est l'étape qu'il faut que je franchisse pour que je me dise que oui, je sais pas. C'est derrière moi tout ça. Donc, il faut vraiment que je passe cette étape. Mais pour le moment, j'essaie en fait de ne rien brusquer, de prendre le temps qu'il faut pour accepter tout ça. À part ça, les séquelles. Je joue au basket, mais depuis que je suis revenue, c'est un peu compliqué vu que le bras est assez lourd et j'arrive plus trop à me mouvoir et tout ça. Sinon, en gros, le plus gros séquelles que j'ai, c'est vraiment le bras.
Mais comme on dit, je dois vivre avec, donc essayer quand même d'atténuer les effets. Donc, pour le moment, c'est le seul vraiment effet, c'est le seul effet négatif que, le seul séquelle, en fait, que je peux dire que j'ai. D'accord. C'est important comme c'est pas, tu vois, tu as déjà traversé beaucoup de choses. C'est pas facile, tout ça. Et comme tu l'as dit, même, tu vois, même dans la rémission, même dans la Mm. guérison, il y a encore des étapes, des pas à franchir, il y a la kiné. Et c'est des choses dont les gens autour de nous ne se rendent pas compte. En réalité, tu vois. Parfois, tu peux faire un post sur les réseaux sociaux et quelqu'un qui n'y connaît rien va se dire, ouais, pourquoi elle parle toujours de ce truc-là? Alors qu'en fait, c'est ton quotidien. C'est un cheminement. Exactement. Et ça va prendre du temps, tu vois. Et on n'est même pas sûr qu'au bout des 10 ans, j'espère que les séquelles seront vraiment atténuées, tu vois. Mais en fait, et il y a toujours un avant et il y a un après, tu vois, quand tu Oui. vis ce genre d'événement-là. Donc, moi, je te donne beaucoup de courage, de force. Je prie pour toi pour que ça aille mieux. C'est pas facile. Il faut pas que tu te sentes coupable d'en parler. Au contraire, il faut, Bon, j'en parle beaucoup, mais voilà, faut c'est que trouver la les force. gens, la période traitement, on oublie l'après-traitement parce que l'après-traitement, c'est aussi compliqué, surtout psychologiquement. Financièrement, ça pèse beaucoup. Mais bon, quand tu en parles, on te dit, bon, tu as envie, remercie Dieu, arrête de te plaindre. Alors qu'en fait, c'est pas forcément de la plainte, mais c'est juste, je sais pas, c'est juste informer ou bien parler de ce qui se passe, de ce qui t'arrive, c'est tout. Donc, Oui, c'est pas anodin comme situation. Et comme je t'ai dit, on n'en parle jamais assez, hein. On n'en parle jamais assez. On ne va pas souhaiter à quelqu'un de vivre ça, mais ce genre d'émission, en fait, tu vois, ça va permettre quand même aux gens de voir un temps soit peu ce qui là un peu de toucher un peu du bout du doigt parce que même moi qui suis médecin je ne peux pas imaginer par ce par quoi tu passes, tu vois. Il y aura des jours compliqués où je sais pas, la douleur, tu as dit même pour te coucher il faut des positions, en fait c'est tellement de petites choses qui mises ensemble font une grande chose que on ne peut même pas expliquer ça facilement à quelqu'un qui n'a pas vécu ou n'a pas vu quelque chose comme ça. D'accord? Donc, moi, je t'envoie beaucoup de force. Je te sais courageuse. On ne traverse pas ce genre de choses si on ne l'est pas. C'est, ça demande du temps de guérir dans le corps et dans l'esprit pour que psychologiquement ça aille aussi mieux, pour que tu puisses reprendre une vie normale, reprendre tes activités, tu as pu travailler et tout. Il y a du positif. Il y a des jours où c'est un peu plus compliqué, mais comme tu le sais, c'est la vie. C'est la vie bien comme ça. voilà. C'est la vie dans laquelle nous vivons et voilà. Moi, je suis très fier de toi quand même. C'est pas facile parce que une chose que tu n'as pas dite, comment à 28 ans on se sent qu'on doit mettre sa vie entre parenthèses? Parce que tu as dû aller dans un autre pays, suivre un traitement, revenir. En fait, il y avait ce que tu faisais avant et pendant tout, dès que la maladie a été diagnostiquée, c'est devenu un cycle et tu te retrouves embarqué dans quelque chose d'autre. Comment on met ça, comment on arrive à mettre sa vie en pause comme ça? Heureusement, moi, j'ai eu quand même de la chance parce que c'est bizarre, mais j'ai commencé un nouveau boulot début avril et début mai, j'ai été diagnostiquée. Non, normalement, pour tout patron qui, bon, veut quand même se faire de l'argent et tout ça, pas se dire, bon, elle est malade, on la met de côté, tout ça. Mais mon boss, en fait, il a été très compréhensif. Euh, le boulot est resté intact, je suis revenu, j'ai continué, comme si de rien n'était. J'ai été absent pendant 8 mois, j'ai continué comme si de rien n'était. Moi, j'étais malade, donc c'est euh, compréhensif de quand même mettre sa vie de côté pour pouvoir gérer ce problème. La personne qui m'a impressionné, c'est ma petite sœur. Parce qu'elle travaillait, elle avait cette activité ici. Mais on a décidé de voyager, genre,
Aujourd'hui, on décide de voyager, on part 4-5 jours après. Donc, c'est vraiment, elle n'était pas malade, elle travaillait, son entreprise était en train de prendre, donc, tout plaqué comme ça, ses amis, ses activités, le basket, tout ça, en fait, parce qu'on est dans une vie professionnelle, donc le basket, tout ça, c'était assez compliqué pour elle. Mais elle n'a pas hésité, donc, du coup, chez moi, ça allait, parce que j'étais malade, il fallait vraiment que je me traite, mais elle était là, elle allait faire quoi là-bas? Juste me regarder, m'aider. Elle n'allait pas s'occuper en réalité, vu que elle n'avait pas de travail là-bas. Donc, du coup, c'était compliqué, surtout pour elle. Et chaque fois que je peux, je lui dis merci pour ça, parce que je ne pense pas que quelqu'un d'autre à part elle aurait été la personne idéale pour m'accompagner. Il y a eu des jours où je sors de la chambre tout fatigué, je tombe carrément, elle entend que je suis tombée, elle vient, elle me soulève, je lui dis que je peux plus, parce que je pleure, je peux plus continuer. Elle me remotive, elle est présente à 1000%, elle me dit que tout le monde compte sur moi, donc il faut pas baisser les bras. En fait, elle a été, comme je dis, dans ma tête pendant tout le traitement. Tout le traitement, elle était dans ma tête. Elle a été extraordinaire. Et en plus, elle avait quel âge? À peine 24 ans, 24, 25 ans. Donc, à cet âge-là, pouvoir relever sa sœur comme ça et puis être là pour elle focus pendant 8 mois, tout plaqué, mettre ça mis une parenthèse, c'était, surtout pour elle, c'était compliqué. Pour moi, ça allait. J'arrivais à gérer, mais je m'inquiétais beaucoup pour elle. Je me demandais comment elle allait gérer pendant ce temps. Mais elle a géré comme une patronne. J'aurais pas rêvé meilleur binôme qu'elle, en fait. Donc, C'est très bien. merci encore. Et je la remercie aussi. Tu viens de soulever un point important. Tu vois, dans nos hôpitaux en Afrique, les gardes malades, les familles, tout ça, ils ont un rôle tellement important. Et on ne leur dit jamais assez merci. C'est important. Donc, que tu lui dises merci et nous la remercions aussi. Je ne sais pas s'il y a un autre volet que tu veux aborder ou qu'on n'a pas abordé au cours de cette émission. Non, je pense que ça peut aller jusque. Il faut que les gens essaient d'être patients avec, on griffe nous, parce que je parle de tout ce qui est survivant du cancer et tout ça, parce que mettre ça avec une parenthèse, comme tu l'as dit tout à l'heure, est assez compliqué. Et revenir, c'est vrai que même si ça fait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, les gens me disent parfois que je ne veux pas aller de l'avant. Les gens me disent clairement que je m'appuie pas sur mon sort, que je ne veux pas aller de l'avant, que je ne veux pas tourner la page. Mais c'est facile à dire, en fait, quand tu te réveilles tous les matins, tu dors comme tu veux. Tu ne contrôles pas comment tu dors. Moi, maintenant, je dois contrôler. Quand je dois me retourner, je dois m'assurer que le bras soit en hauteur, porter un morceau de coton. Je suis pas forcément à l'aise. Donc, c'est facile à dire quand toi, ça va, tu te réveilles le matin, tu te regardes dans le miroir, tu t'habilles, tu sors. Tu n'as pas forcément de contraintes d'habillement ou de contraintes de position quand tu dors. Et tu peux te regarder dans le miroir sans. C'est facile à dire pour ces gens-là. Alors que nous, en fait, on doit se réveiller, se regarder dans le miroir, ce qui est une étape très importante. Se doucher, parce que récemment, il faut se dessaper pour se doucher, c'est compliqué. Parfois, je ne dors pas bien parce que j'ai mal à cette épaule, parce que je me couche tout le temps sur l'épaule droite. Donc, c'est normal que j'ai mal. Donc, il y a des jours avec des jours sans. Donc, parfois, quand je vais au boulot et mes collègues me voient trop calme, déjà, ils s'inquiètent, ils se disent, elle a passé une mauvaise nuit. Et là, ils essaient quand même de me remonter le moral. Mais il faut être patient, en fait, avec nous parce que c'est pas facile parce qu'on n'a plus une vie normale. C'est ça. C'est clair qu'on a normal. Notre vie n'est plus normale comme avant. Donc, essayez d'être patient avec nous et puis essayez de nous comprendre quand on a on griffe des sauts d'humeur bizarres. Donc, essayez de nous comprendre et essayez d'être là pour nous. Et je sais aussi que pour les proches, c'est assez compliqué parce qu'ils ne savent pas forcément comment aider leur famille, ceux qui sont malades. C'est compliqué pour eux. Donc, essayez d'être patient avec nous, avec eux, parce que c'est pas facile. Et aussi, arrêtez d'avoir des a priori. Quand vous voulez comprendre quelque chose, demandez. Moi, maintenant, plein de personnes à côté de moi chuchotaient à cause de mon bras. Je demandais, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais moi, je préfère, en fait, qu'on me pose la question directement, pour me dire, qu'est-ce que vous avez au bras? Et j'explique que les gens se disent, se mettent des idées. Donc, moi, je suis ouverte à tout. Quand on me pose des questions, peu importe la question, je réponds. Mais quand je ne veux pas répondre à cette question, je dis clairement que je ne peux pas répondre à cette question. Et là, on passe à autre chose. Mais c'est mieux de demander pour savoir que de se faire des idées sur ce qu'une personne n'a ou pas. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Et aussi, un message important. On connaît exactement nos corps. On sait comment notre corps fonctionne.
Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le sent immédiatement. On n'a pas besoin d'être médecin pour savoir que ce pied est enflé, ce bras est enflé, j'ai mal au dos, j'ai mal. Bien, par exemple, l'aspect de mon sein est différent, l'aspect de telle partie est différent de la normale. Donc, quand on sent qu'il y a un truc qui n'est pas du tout normal, mon conseil à moi, c'est consulter. Je préfère dépenser 10 000 francs, 20 000 francs pour une consultation maintenant ou un examen maintenant que de dépenser des millions après pour un truc que j'aurais pu régler plus tôt. Si moi, j'avais pris plus au sérieux mon rendez-vous après les 6 mois, peut-être que j'aurais pas eu à faire chimio, radiothérapie, tout ça. Peut-être que j'aurais pas eu à dépenser tout ça pour mon traitement. Donc, ne négligez rien, peu importe ce qui se passe. Consultez un médecin, un spécialiste et suivez surtout ce que le médecin dit. Quand le médecin dit revient après 2 semaines, repart. Il sait pourquoi il dit. Il ne dit pas juste au hasard pour prendre vos sous. Il veut forcément que vous veniez pour pouvoir contrôler ce qui se passe en réalité, s'il n'y a pas d'évolution ou pas. Donc, il faut être patient avec nous. Faut essayer de poser des questions quand vous ne comprenez pas les choses. Et surtout, quand vous remarquez quelque chose de bizarre dans votre corps, peu importe la chose, même quand vous avez même un cheveu qui bouge sur votre tête, consultez un médecin. C'est mieux d'être rassuré que de vivre dans le doute. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire, en 3 points ce que j'ai à dire pour finir. Et je vais rebondir sur ton dernier point, surtout chez nous, au Bénin et en Afrique, où il n'y a pas de couverture sanitaire, tu vois. Même nous, les médecins, même d'autres personnes, tu vois, souvent les gens veulent faire de la consultation en ligne, de la Oui, consultation sur WhatsApp, tu vois, ou bien ils veulent juste que tu leur prescrives quelque chose. oui, Et c'est le moment de dire non, rien ne remplace une consultation oui, physique, ou rien, ou au moins, si elle doit se faire en ligne, prendre dans les bonnes conditions. Il y a des services de oui, consultation en ligne ou bien on prend le temps de poser le problème. Les gens pensent que la médecine, c'est A plus B égale à C, tu vois. Ils viennent poser un truc et ils veulent une solution. Alors que non, il faut prendre le temps d'aller voir un médecin, comme tu l'as dit, au moins de symptômes. Il vaut mieux que ce soit détecté tôt, prise en charge tôt, le oui. traitement est meilleur, la récupération est meilleure plutôt que prise en charge tard ou plus tard et